Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Trailer. Alors aujourd'hui, j'invite Ludovic Pommeret à prendre le micro et c'est un grand plaisir et honneur de recevoir Ludovic Pommeret parce que c'est quand même un grand nom du trail français. C'est quelqu'un qui a occupé l'espace et qui l'occupe encore de tous les podiums qu'il a pu avoir et qui est quelqu'un qui est vraiment très sympathique, avec qui on a passé un super moment. On a parlé de son arrivée sur l'Ultra Trail, on a parlé d'émotionnellement comment est-ce qu'il avait vécu certaines courses. On a parlé aussi de son avis sur l'évolution du trail et l'évolution notamment de l'Ultra Trail World Series, qu'est-ce que ça va changer, etc. dans le monde du trail. C'était un moment très intéressant avec qui j'ai passé un très bon moment avec Ludovic. On a aussi eu un petit problème de son au début, donc si vous vous dites ah mince, le son n'est pas bon, je quitte, eh ben avancez un petit peu la vidéo si ce son-là vous gêne. Enfin la vidéo, j'ai tellement l'habitude de faire des vidéos que j'en viens à me tromper dans les paroles que je prononce. Eh bien non, c'est un audio. Voilà, donc avancez un petit peu sur l'audio si ce son-là vous gêne, et le son est beaucoup mieux une fois que Ludovic a mis des écouteurs. C'était voilà. Et ben écoutez, moi je vous souhaite à tous un très bon moment en la compagnie de Ludovic Pommeret qui nous partage son histoire du trail. C'était vraiment super sympa. C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir Ludovic, merci d'avoir accepté mon Salut. invitation. Comment vas-tu Ludovic? Ça va, très bien. Je sors de la douche, ça va. Enfin, disons qu'il y a 2 jours, j'ai passé un petit peu à plat là, après la deuxième injection du vaccin, mais ça va aller mieux. Ouais, tu me disais ça, que ça avait l'air d'être compliqué cette deuxième injection. Ouais, bah, voilà, une petite phase un petit peu à plat, mais on verra. On verra si ça va pour la suite et pour ce week-end. Ouais, bah c'est vrai que c'est un petit peu risqué quand on sait le nombre de gens qui sont un peu KO après cette deuxième injection avec ton programme de ce week-end. Alors, est-ce que tu peux nous en parler justement un petit peu de ce programme de ce week-end? Bah, ce week-end, c'est les passerelles du Monténard, donc 65 km. Et puis voilà, je l'ai fait l'année dernière sur le 42, et puis bah, là, c'est surtout l'occasion bah, d'essayer de se qualifier. Ça sera compliqué parce que vu les personnes qui est au départ, donc il y a 2 places qui sont en équipe de France qui sont ouvertes sur chaque course, soit sur le 42 et sur le 65. D'accord, ok, donc objectif, aller chercher une sélection en équipe de France. On verra, on fera ce qu'on peut, mais celle-là, je pense que ce sera sûrement une des plus compliquées. Mais bon, après, c'est une course, on verra. En tout cas, c'est l'objectif que tu vas aller chercher et tenter d'obtenir. Donc, bah, on va suivre ça de près. Mais en attendant, Ludovic, il y a une question traditionnelle sur l'émission Café Trailer, c'est que tu nous racontes ton premier trail. Ouais, alors c'est tout récent, mon premier trail, c'était en 2000. Ah, ouais, mon premier vrai trail, c'était en 2000 en fait. C'était pas vraiment un trail pour moi, parce que moi j'étais inscrit en catégorie marcheur en fait. On pouvait s'inscrire en marcheur ou coureur. Elle s'appelait la Fortiche en fait. Ça partait d'où je suis originaire, de Valoir. Et, euh, et donc c'était une course qui devait faire 106 km et 6007. Et voilà, moi j'étais complètement novice, et puis je m'étais inscrit en marcheur bah, pour aller au bout, mais moi j'y suis pas arrivé quoi. Alors, j'ai fait 60 km je crois, et puis après le médecin déjà m'a arrêté pendant un moment parce que j'ai tension trop basse, et puis après j'ai rattaqué un peu, puis voilà, j'ai abandonné. Donc c'était premier vrai trail, premier échec aussi, hein. C'était pas le dernier, mais voilà. Donc c'était, ouais, cette Fortiche en fait, elle a été un petit peu arrêtée après, ça a été un peu en avance sur son temps. Elle Mm. était avant l'UTMB du coup, hein, qui a commencé en 2003. Et voilà, c'était une belle course qui passait par les forts en fait de Maurienne et de Haute-Maurienne. Donc j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir la faire parce qu'elle s'arrêtait un petit peu vite. Et puis, mais bon, c'est un peu aussi ce qui m'a donné le goût d'aller faire des trails, et puis d'aller surtout en fait vers des gros objectifs comme ça de dépassement de soi. Voilà. C'est ce qui m'a amené les premières fois, mes premiers échecs aussi sur l'UTMB, quoi. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous en parler justement de cette épreuve? Parce que, comme tu le dis, c'était en avance sur son temps, c'était à une époque, entre guillemets, ça fait un peu vieux de dire c'était à une époque, c'était il y a que 20 ans.
Ouais. Euh, et, ça remonte déjà quand même un peu. Mais pourquoi avoir fait ce défi-là, sachant que c'était pas du tout un sport qui était à la mode, donc on peut pas dire que c'était la recherche de faire comme les copains, de se la raconter au boulot. Il y a plein de raisons qui font que les gens maintenant se lancent sur l'ultra trail, mais là, à cette époque-là, c'était pas ces raisons-là. Pourquoi toi, tu t'es lancé là-dedans? Bah, justement, hein, comme je te dis, ça partait de Valoir. Donc, voilà, c'était l'occasion. Bah, je connaissais pas cette course. Et puis, c'est vrai que cette longueur, tout ça, c'était un petit peu impressionnant. Et est-ce qu'on en est capable? Bah, non, ça n'était pas capable. Mais bon, voilà, c'était un petit peu le défi, comme beaucoup se sont lancés après le défi de faire l'UTMB ou d'aller à la Diag. Il y avait un peu enfin, à cette époque, il y avait déjà la Diag, donc c'est vrai que c'était beaucoup plus loin. Là, c'est quelque chose qui partait de la maison, donc c'était vraiment ouais, l'occasion de tenter un truc. Je n'étais pas spécialement dans les sports d'endurance, donc j'étais plutôt dans les sports de glisse avant, donc, donc ouais, c'était quelque chose qui était complètement différent ouais, de ce que je faisais, quoi. Hmm. Ta réponse me fait un peu penser à ceux à qui on demande pourquoi vous montez l'Everest. Ils répondent parce qu'il est là. Toi, en fait, c'est parce que la course était à côté de chez toi, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Je pense que voilà, quelqu'un qui habite à Arèche, en fait, il a envie de faire la Pyramenta, quoi. Je pense que quelqu'un qui habite, je sais pas, en Brun, il veut faire l'Embrunman. Enfin, voilà, il y a des courses en fait qui sont quand même, voilà, alors, elle n'a pas eu la renommée de cette course, la Fortiche n'a pas eu la renommée des courses que j'ai citées, mais voilà, quand il y a une grande course qui est vers chez toi, c'est sûr que, bah, je sais pas, moi, ça me donne envie d'y participer, quoi, quel que soit le sport, non? Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Surtout que on est à la recherche justement de ces défis proches de chez soi, un petit peu qui représentent un peu notre région aussi, d'aller se défier sur des terres qu'on connaît, toujours sympa. Et alors, des 100 km marche comme ça, il y en a pas. Enfin, j'en connais pas beaucoup. Ça existe encore ce genre d'épreuve? Non, non, bah maintenant on s'inscrit sur une course en fait. Il y a un temps limite normalement, et puis il n'y a pas de catégorie marcheur ou quoi. Hmm. D'ailleurs, je crois, si je me souviens bien, celui qui avait gagné, il s'était inscrit en marcheur, quoi. C'était le seul qui était arrivé. Enfin bon, ouais, il y a eu des trucs. Donc là, les catégories marcheurs, non, ça n'existe pas. Après, quand on fait cette longueur, on passe quand même beaucoup de temps à marcher, quoi, surtout quand il y a pas mal de dénivelé, quoi. Hmm. On va pas se mentir, on est souvent pris pour des randonneurs, hein, que ce soit ceux qui font de la course de montagne ou même plus du marathon ou de la piste. Les trailers, c'est souvent pris comme des randonneurs. Maintenant, ça randonne quand même de plus en plus vite, quand même. Donc, Ah bah c'est sûr que si tu n'es pas capable d'aligner des 15 km/h dans une belle descente pendant 10 bornes, ça tient pas quoi devant. ouais, ouais, c'est sûr. Et alors toi justement, comment tu le présentes ce sport de l'ultra trail? Tu me dis que tu es plutôt un coureur ou un randonneur? Ouais, j'étais plutôt randonneur. Maintenant j'ai changé un petit peu en fait, depuis que je suis entraîné par Philippe. Et donc, ce qui me manquait beaucoup avant, c'était d'avoir de la vitesse et de pouvoir courir un petit peu vite. Alors, toute proportion gardée, parce que je reste pas un coureur rapide. Mais voilà, avant, je marchais beaucoup plus que je ne courais. Maintenant, bah, voilà, avec les entraînements que j'ai eus, disons que je marche toujours beaucoup. Enfin, j'aime bien marcher, j'aime bien alterner marche-course. Mais c'est vrai que dans les trails un petit peu plus rapides, maintenant, je suis plus à l'aise qu'avant. Donc, je sais pas, je suis un peu entre les deux. Mais j'aime bien quand même. Enfin, si je dois passer. Je reviens de la Western State, là où j'ai fait le pacer d'Audrey, où c'est une Hmm. course, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux marcher, en fait. Enfin, en fait, tu peux marcher où tu veux, mais disons que si tu as un objectif de course, tu n'as pas beaucoup de répit. Et c'est vrai que ça, c'est difficile, quoi, pendant 14 heures, 15 heures marcher. Alors 14 heures, c'est pour Jim, hein, et puis il ne marche pas beaucoup. Enfin, courir, je veux dire, pas marcher. Ils volent. Ouais, il vole déjà. Mais ouais, non, ouais, j'aime bien quand même les alternances et puis pouvoir quand même avoir des phases de marche. Mais bon, il faut que le terrain s'y prête, quoi. Ce que je déteste vraiment, c'est ces portions entre les deux où tu sais pas s'il faut marcher ou courir.
Ouais. Voilà, moi, j'aime bien quand un parcours est suffisamment raide quand même pour avoir des sections de marche. D'accord, des sessions où il faut pousser sur les bâtons et puis enchaîner des grosses marches type diagonale des fous, quoi. C'est ça, c'est Ouais, ton truc. ouais, bah, Diagonale des Fous, pour le coup, il n'y a pas de bâton, mais Ouais. il y a pas mal de portions quand même où ça marche. Ouais. Ok. Alors justement, tu en parlais de cette expérience de pacer que tu as eue avec Audrey. Audrey que j'ai reçue ici justement juste avant cette épreuve au mois de juin. Et qui nous disait que c'était vraiment un vrai objectif, et puis en plus qu'elle allait pouvoir le partager justement avec toi. Alors comment est-ce que toi, tu as vécu cet accompagnement d'Audrey, et est-ce que tu peux rappeler aussi pour ceux qui ne le savent pas, en quoi consiste le rôle de pacer? Ouais. Alors, donc la Western State, hein, je pense que tout le monde connaît, c'est un 100 miles, donc c'est 160 km. Et donc, on a le droit d'accompagner un coureur à partir du centième kilomètre. Donc, on a le droit de faire les 60 derniers kilomètres avec ce coureur. Pacer, alors, Pacer, dans le trail, et puis surtout enfin, voilà, surtout dans le trail, je pense que le pacer, ça veut plus tellement dire ce que ça veut dire dans le marathon, par exemple, où on a des lièvres qui Mm, mènent l'allure. Là, on va pas vraiment donner une allure parce que c'est sûr que bah, nous, en partant frais et puis eux, mm, en ayant déjà 100 bornes dans les jambes, c'est différent. Et puis, ça sert à rien de pousser son coureur en fait dans les descentes ou dans les montées. De toute façon, il ne pourra pas trop faire plus. C'est surtout un soutien psychologique en fait dans ces moments. Ouais. Sur la fin de course, c'est quand même assez difficile sur un ultra. Donc là, avec Audrey, c'était aussi un moment difficile de cette course. Ouais, disons que les 100 premiers kilomètres sont bien passés, les 60 derniers, ça a été plus difficile. Alors, je me dis que j'ai pas été bon paisseur, ça aurait pu être l'inverse. Mais voilà, donc c'est juste surtout apporter un soutien moral. Voilà, et aider comme on peut en fait sur les ravitaillements. On a le droit d'aider que sur le ravitaillement. On n'a rien le droit de porter ni d'alimenter le coureur entre ravitaillements. Par mm. contre, le ravitaillement, on a le droit d'aider, de l'arroser, voilà, de recharger en fait ce qu'elle a besoin. Donc on communiquait avant aussi en fait pour préparer le ravitaillement, perdre le moins de temps possible sur le ravitaillement, anticiper ce qu'elle avait besoin et que j'allais directement chercher ce qu'elle a besoin. Donc voilà, c'est ça en fait. Pacer entre elles. Donc on donne pas vraiment une cadence, même si des fois on essaye de la motiver à reprendre la course ou voilà, à accélérer un petit peu, mais c'est vrai que c'est difficile. Et d'ailleurs, dès le début, je lui ai demandé si elle voulait que je passe devant. Et en fait, un vrai paisseur serait devant hein, pour donner justement l'allure. Et là, j'étais tout le temps derrière. Parce que voilà, c'est trop difficile de. Après, il a fallu que je me retourne sans arrêt pour voir si elle Ouais. était au contact. Et puis, ça risquait trop de lui mettre de pression en fait. Euh, voilà, si toi tu essayes de pousser un peu trop l'allure par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Hmm. Et alors justement, tu dis quoi à un coureur qui est dans le jus, dans le dur et qui en peut plus, qui aimerait bien peut-être abandonner, qui est dans la difficulté, tu lui dis quoi? Ouais, Bouge-toi le cul? c'est sûr que c'est pas forcément facile. C'est surtout quand on a fait peu de kilomètres avant nous et qu'ils ont déjà 100 bornes de plus dans les pattes. Toujours facile de leur dire que ça va aller, qu'elle va trouver les ressources. Parce que bon, c'est vrai que juste après, enfin, disons 20 km après que je l'ai rejointe, elle a vraiment eu un coup dur en fait, avec une crise d'asthme, enfin des difficultés respiratoires. Et donc, ouais, c'est un petit peu difficile de trouver les mots. Hein, mais voilà, après, il y a pas mal de choses bateau. Hein. Voilà, quand elle reprend la course, encourager, dire que c'est bien. Quand des fois, tu vois qu'en descente, ça pourrait peut-être être un petit peu plus fluide et essayer de trouver les mots pour la faire avancer un petit peu plus vite, mais sans non plus la griller. Donc, ouais, Hmm. c'est pas évident. Hein. C'est la première fois pour moi l'exercice, mais c'est vrai que trouver les mots. En plus, je suis pas quand même un grand bavard, donc trouver les mots quand tu sais en fait, parce que bon, je l'ai déjà vécu quand même, tu sais dans quel état est la personne. Voilà, lui dire d'aller plus vite, c'est quand même pas forcément pas forcément simple. Après, ce qu'elle voulait aussi vraiment là, c'était avoir les
écart en fait. Donc ça, moi j'avais pris un téléphone et puis donc je regardais, voilà, je disais les écarts de derrière, devant. Donc voilà, ça c'était une aide en fonction de la course sur chaque ravito où on avait un point, bah voilà, je disais les écarts, ce qu'elle avait pris, perdu. Voilà, c'est juste un soutien moral, mais c'est vrai que trouver les mots, je sais pas si j'ai trouvé les bons quoi. Ah, c'est sûr, ça doit vraiment pas être simple de trouver les mots, trouver les bons mots, de réussir à motiver la personne. Pour l'avoir déjà vécu, c'est comme avec des gens qui ont envie comme ça d'abandonner et puis tu sais qu'ils le regretteront. C'est toujours un peu délicat ce moment-là où tu dois donner les mots justement à ceux que tu vois, que tu accompagnes. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais qu'il y ait en France, des pacers dans les trails que tu fais? Euh, ouais, je pense. Après, les courses en fait qui ont des pacers comme la Hard Rock, Western States, euh, c'est des courses qui sont assez confidentielles quand même. C'est des courses, il n'y a pas beaucoup de monde. Hmm. Donc là, il y a quand même, je sais pas, sur la Hard Rock, je sais pas combien c'est, ça doit être moins de 200 coureurs. Sur la Western States, ça doit être 350. Donc ça fait pas beaucoup de monde en plus sur le sentier. Si on est sur une course avec 2000 coureurs, mais à la fin on se retrouve aussi avec 2000 pacers, voilà, ça risque de faire un petit peu de bouchon, quoi. Après, ouais, après, voilà, faut pas, on est bien briefé aussi, en fait, le pacer n'a rien le droit de faire, n'a rien le droit de porter, c'est juste une aide psychologique, comme le dit, et puis aider sur la rideau. Voilà, on ne sait pas, c'est aussi le risque, en fait, qu'on a un petit peu en tant que coureur. Est-ce que les pacers respectent bien ces règles? Parce que c'était mieux n'apprends pas, il n'y a personne qui voit si tu donnes une flasque ou quoi. Mais, voilà, c'est un petit peu ce problème d'équité, en fait. Si chaque pacer ne fait pas ce qui est recommandé, tu vois, tu as un petit peu une aide quelque part. Quoi. Alors, déjà, il y a parfois des aides volontaires ou involontaires, hein, externes. Ça peut être des supporters qui te tendent un coca à un moment alors que tu n'es pas sur un ravito. Je pense que c'est arrivé à tout le monde sur n'importe quelle course. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ce problème d'équité. Maintenant, je trouve que c'est un bon moment aussi à partager, hormis ce problème d'éthique ou d'aide potentielle. C'est voilà, un bon moment à partager avec le coureur. Et, et, je pense que ça peut quand même aider un petit peu, en tout cas, sur ces fins de course où voilà, c'est quand même difficile en fait d'avoir un soutien psychologique et peut-être certaines personnes à terminer la course au lieu de l'abandonner. Maintenant, comme je le dis, ça reste ces pacers-là. Moi, je connais que ces deux courses-là. Il y en a probablement d'autres. Mais c'est vrai que sur une course où il y aurait beaucoup plus de monde, ça serait difficile à mettre en œuvre. Après, il n'y a pas. C'est une course en fait où, surtout sur la fin de course, il y a beaucoup de ravitaillement. Tous les maximum 8 km, il y a un ravito. Quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop non plus de raison de tricher, d'amener quelque chose au coureur parce que les ravitaux sont tellement rapprochés qu'au final, en plus, il n'y a pas de matériel obligatoire. Ça, c'est une chose qui est une grande liberté, par contre, par rapport à ce qu'on a en France et ailleurs. Donc, ouais. Voilà. Mais voilà, c'est une bonne expérience qui n'est pas forcément facile. Hein. On peut se dire que c'est facile de faire pacer, mais voilà, il y a déjà trouvé les mots. Il y a le stress, on ne court pas non plus à sa vitesse. Donc, c'est pas forcément super facile, mais voilà, j'étais content de le faire. Non, ça doit vraiment être un bel exercice différent. Est-ce que quand je parle, ça grésille? Parce que quand tu parles, c'est un grésillement qui est. Ouais, moi aussi, quand tu parles, ça grésille aussi. Bon. J'espère que c'est assez qualitatif pour ceux qui nous écoutent, mais je n'y peux rien. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Si, le pacer, c'est aussi avant tout pour des questions aussi de sécurité, parce que sur la fin d'un ultra, on peut des fois aussi être un peu en position difficile. Et
voilà, il y a aussi ces questions-là, mais c'est vrai que si tu dis qu'il y a un ravitaillement tous les 8 km, ça, bon, voilà. Alors toi, je sais que tu es accompagné souvent par ta femme qui te fait tes assistances, tes ravitaux, qui t'aident sur tous tes trails. Comment est-ce que vous préparez cette assistance? Alors là, elle est en train de m'écouter, donc faut pas que je dise trop de conneries, parce qu'elle est juste à côté. Hein. Je suis en train de mettre les Eh ben, on la écouteurs. salue alors. Merci. Je suis en train de mettre les écouteurs, on va voir si ça va aller mieux, parce que c'est vrai que Ok. ce résiment est compliqué. Alors, hop, je vais juste les brancher. Tu me diras si de ton côté ça va aller. Est-ce que tu Eh ben, m'entends écoute, toujours? écoute, c'est parfait. Ok. Alors moi j'ai plus de grésillement quand tu parles déjà, donc ça c'est déjà bon. Eh ben voilà, Euh, problème ok. résolu. Donc non, enfin ouais, je suis un peu souvent à l'arrache en fait. Non, c'est qu'on prépare pas trop. Après, je suis pas trop compliqué non plus. C'est qu'elle me prépare un sac. J'ai un sac de gel en fait, et puis je prends ce que j'ai besoin dessus. Et puis voilà. Après, il y a eau gazeuse, Coca, et puis des trucs quand c'est des courses plus longues. Après, alors quand c'est une course et qu'on a le droit de changer de sac, c'est changement de sac. Là, on est assez au point et ça dure pas trop longtemps normalement. Donc ouais, ça c'est ce qui est le plus rapide quand on n'a pas le droit de changer de sac. Du coup, voilà, je prends ce qu'il me faut. Je prépare pas en principe un sac différent pour chaque ravito, c'est qu'elle reprend le même sac pour le suivant. Et voilà, sur les courses un peu plus longues, après, il y a des fois des trucs, on prévoit un petit peu des gourmandises, on va dire, des trucs qui pourraient faire plaisir à un moment. Mm. Et puis, à mon avis, si c'est vraiment le cas, mais voilà. Et puis, parfois des affaires de rechange, mais c'est vrai que souvent ça je lui fais porter pour pas grand chose. En principe, en principe, je change pas grand chose en course. Quoi. Parce que ça prend trop de temps. T'as pas le temps. Ouais, et puis en fait pas forcément le besoin. Enfin, je vois même quand j'ai les chaussures mouillées, au bout d'un moment ça sèche. Ouais, de toute façon, les pieds, la diag, on arrive de toute façon qu'on change ou pas de chaussures, ils vont quand même être détruits. Donc non. Après, j'ai pas forcément le besoin, et puis voilà, moi je ressors pas forcément le besoin. Quoi. Mm. Après, du temps, ouais, j'essaye de limiter mon temps sur les ravitaux, donc c'est vrai que je passe pas beaucoup de temps, mais ouais, surtout sur les ultras, on y passe quand même un petit peu de temps. Quoi. On peut rester quand même 2-3 minutes, tu auras le temps de changer les chaussures. Et du coup, maintenant, vos habitudes sont bien rodées. C'est une mécanique qui est bien huilée et chacun sait ce qu'il a à faire. Ou à chaque fois, vous devez vous remettre d'accord sur ce qu'il y a à faire. Non, bon, on passe pas beaucoup de temps, quoi, mais on regarde un petit peu quand même le parcours, on prépare un petit peu à l'avance, on regarde le parcours, à peu près ce que je vais avoir quand même besoin si c'est surtout en termes d'eau en fait, ou éventuellement si on a le droit de changer, de poser des affaires. Il y a des courses, on a le droit de poser les bâtons, de les reprendre à certains endroits. Voilà, c'est un petit peu ce genre de réglage qu'on fait. Quoi. D'accord. Et alors Quelque chose justement, à mentionner? Je demande. Elle me dit ça a l'air trop facile comme ça. Non, mais je dis pas que c'est facile. Hein. Surtout que en coureur, enfin quand on court, on n'est pas forcément très agréable non plus sur les ravitaux, donc avec l'assistance. Donc voilà, c'est pas c'est pas évident. Quoi. c'est sûr que le rôle des assistants est surtout surtout quand les coureurs vont vite et que du coup ça passe vite entre deux ravitaux. Parce que quand tu es derrière, au fond, c'est pas forcément le dent il est doublé entre deux ravitaux, Ouais, forcément. ouais. Non, mais je sais que c'est aussi le stress de trouver en fait Mm. de trouver le point de ravitaillement. Enfin là, on a fait pour Audrey en fait, on a fait le début en fait, on a fait l'assistance. Donc du coup, j'ai fait pacer, mais on a fait avant assistance. Donc c'est un peu le stress d'arriver à temps, de trouver l'endroit. Enfin voilà. En fonction de la course, ouais, les temps sont aussi un petit peu justes quoi entre chaque ravitaillement. Donc ouais, c'est à planifier. C'est à planifier, c'est savoir s'il y a des ravitaillements qu'on pourra pas faire parce que soit on sera trop rapide, soit c'est plutôt en fait la route qui est trop longue. Hein. C'est pas, c'est jamais le coureur qui est trop rapide, mais voilà. Donc ouais, c'est toutes ces petites choses à caler avant. Quoi. Ouais, surtout sur des courses type Diagonale des Fous, on en a déjà parlé ici sur l'émission.
pour les assistants, c'est quand même quelque chose de très compliqué à gérer. Ils font énormément de kilomètres en voiture Ouais, pour aller. ouais, surtout, enfin, diagonale, ouais, la course est compliquée pour les assistants parce que là, les routes sont compliquées quand même aussi, hein. C'est des petites routes, et puis ouais, il y a beaucoup de kilomètres à faire. Et, ouais, et puis c'est aussi en fait pas de sommeil, quoi. Donc, nous, on se maintient éveillé quand même en courant. Il y a l'adrénaline et tout. En conduisant, c'est un peu différent. Donc, c'est vrai que je pense que la diagonale, c'est l'assistance la plus compliquée, quoi. Et ben encore une fois, hein, on les salue, nos amis les assistants, et sans eux, nous serions rien. Donc encore un On, petit on- hommage à eux. on serait plus lourd surtout, puis on n'aurait pas de soutien parce qu'il y a aussi donc il y a la partie assistance, mais bon, c'est aussi un petit soutien psychologique à chaque fois qu'on les voit, et puis voilà. Et puis bah, ils voient bien quand on est bien ou pas bien aussi. Et du coup, toi, en tant qu'athlète Team Oka, est-ce que Oka te prévoit une assistance sur les courses comme ça, ou c'est à toi de réclamer peut-être, ou il y a quelque chose qui est mis en place pour un athlète d'un team? Alors non, pas chez Oka. Alors non, il y a rien qui est prévu par le team en fait. Donc chaque coureur. Alors par contre, on peut toujours demander à quelqu'un du team en fait s'ils sont disponibles, mais non, il n'y a rien qui est mis en place de la part de la marque là-dessus. Bah, exception faite de ce pacer en fait qui a été quand même mis en place par Oka. Mais bon, c'est la première fois que j'y vais en fait bah, sur demande d'Audrey, mais aussi d'Oka, quoi. Donc D'accord. voilà, c'est pas quelque chose qui mettent en place. Peut-être que ça se fait chez d'autres teams. Je pense que ça se fait, mais voilà, non, il n'y a rien d'organisé. Ouais, ça doit se faire pour certains dans certaines conditions et pas d'autres. Enfin bon, ça doit être assez particulier, du cas par cas, j'imagine encore Ouais, cette par cas histoire. par cas. Puis je pense que c'est quand même la majorité du temps, c'est quand même la famille, les amis qui le font et pas la marque, quoi. D'accord. Alors Ludovic, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet très d'actualité, et ce qui concerne un petit peu l'avenir du trail et de la disparité qui est en train de se créer entre les événements, avec une partie des événements qui vont se professionnaliser avec les UTMB World Series qui commencent à tourner, et Ouais. puis les trails qui vont continuer un petit peu, les trails à la saucisse, comme on dit. Euh, Toi, comment est-ce que tu vois cette évolution? Alors, sans forcément parler forcément de l'UTMB, mais comment est-ce que tu vois cette évolution du trail? Est-ce que tu penses que vers quoi ça va aller dans l'avenir? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette question? Ouais, c'est une bonne question. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, bah, enfin, le sujet, c'est vraiment par rapport à l'UTMB, hein, on va pas se le cacher, c'est par rapport à la direction qu'ils prennent et avec le rapprochement d'Ironman. Donc, ouais, je sais pas comment ça va tourner parce que je suis pas franchement enchanté non plus en fait de limiter comme ça en fait. Déjà que c'est limité, c'est déjà pas simple en fait de venir sur l'UTMB. Euh, et voilà, de limiter en fait en forçant les gens à faire des courses qui sont aussi dans leur circuit. J'ai pas trop de j'ai pas trop d'avis comment ça va tourner. Maintenant, il y aura toujours de toute façon des personnes pour aller les faire, quel que soit le prix et n'importe où il faut aller se qualifier. On voit ça en fait sur les circuits Ironman. Je pense que le prix de l'inscription n'est pas limitatif pour certains. Maintenant, c'est un petit peu dommage. Je pense que ça fermera un petit peu quand même une certaine catégorie de personnes en fait. Ces courses-là, et c'est un petit peu dommage, quoi. C'est vrai que j'ai pas participé à beaucoup de triathlon, mais c'est un monde qui est un petit peu différent quand on voit le matériel qu'il y a dessus. Voilà, quand j'étais arrivé sur mon Embraman avec mon Decathlon 7.3, je pense que je pouvais le laisser dans le parc à vélo, il craignait rien du tout, hein. Mais, mais voilà, le trail est un petit peu, enfin, il y en a quand même besoin de moins de matériel, même si on a pas mal
On a pas mal les chaussures coûtent de plus en plus cher, les montres aussi. Enfin voilà, on a un petit peu de matériel, mais ça reste un peu loin quand même de ce qui est fait pour le triathlon. Et j'espère qu'on gardera quand même un prix raisonnable aussi d'entrée, parce que, comme je dis, ça peut être limitant aussi pour certains quand même. C'est déjà pas donné. Maintenant, il y a quand même il y a pas mal de choses qui sont faites derrière. Il y a pas mal de prestations. Maintenant, voilà, faut que ça reste, que chacun y trouve son compte. Forcément, c'est à la base en fait des amoureux du sport. Maintenant, il y a quand même un business derrière. Voilà, ils peuvent continuer à le faire tourner. Maintenant, on ne veut pas non plus en fait. Bon, je pense pas que ce soit leur but, mais que ça, en faire des millionnaires au détriment de la course, quoi, et des coureurs. Maintenant, ouais, c'est une bonne question et puis c'est vraiment d'actualité, mais je suis pas devin et je sais pas trop comment ça va tourner. C'est une question difficile parce que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et puis finalement la réaction des gens, on peut prédire ce qu'on veut, mais Ouais, enfin voilà, c'est. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura il y aura jamais personne sur l'UTMB. Je veux dire, après, peut-être que des coureurs viendront plus. Certains coureurs qui seront peut-être pas d'accord avec le système ne viendront peut-être plus. Maintenant, il y aura toujours du monde sur l'UTMB. Il y aura toujours un vainqueur. Voilà. Mais voilà, est-ce que tu ne crois pas que les gens qui étaient contre, entre guillemets, l'UTMB le sont encore plus contre, et en fait ceux qui seraient venus avant vont continuer à venir? Je sais pas, on verra. Réponse dans quelques temps, non? Moi je vois ça comme ça, ouais. en fait. Ouais, je sais pas. Je peux pas te répondre. C'est vrai que moi j'ai eu quand même sûrement une de mes plus grosses émotions sur l'UTMB, donc c'est vrai que ça me tient encore un petit peu à cœur, mais c'est vrai que je suis un peu perturbé par la façon dont ça tourne, mais voilà. Après on verra vraiment ce qu'il en est, quoi. C'est peut-être que ça va pas être si pire que ça, quoi. Non, Si ça tire tout le monde vers le haut, après tout, pourquoi pas, hein. Ouais, on verra. Affaire à suivre. Ouais. Mais voilà, après, il n'y a pas non plus que l'UTMB, il y a plein d'autres courses, hein. Et puis après, tu parles de courses à saucisson, c'est pas forcément les plus vilaines courses, hein. Il y a des belles courses qui restent à faire de partout. Voilà. Si tu veux, en fait, il y a des grandes courses aussi, en fait, voilà, des courses comme la Western States, la Hard Rock, qui sont des grandes courses qui sont connues pour les trailers et en fait qui sont déjà très aussi limitées par le nombre d'entrées, quoi. Et est-ce que c'est ce qui en fait des belles courses? J'en sais rien. Je pense pas que ce soit non plus ce que veut l'UTMB à limiter l'entrée des coureurs. Ouais. Enfin bon, ouais, on va pas s'étendre plus là-dessus. J'ai pas plus d'avis que ça. Il y a plein de courses de toute façon. Si l'UTMB et puis la philosophie des sélections, le tarif convient pas, il y a d'autres courses à faire, même en ultra, hein, donc il y en a plein d'autres. Même à la même époque. Super. Écoute, merci d'avoir partagé ton point de vue, ton analyse et puis forcément, on n'a pas de boule de cristal pour prédire l'avenir et de savoir comment est-ce que ça va évoluer, mais bon, on peut toujours avoir des désirs, des souhaits de voir comment est-ce que évolue l'ultra, surtout quand on est dans ce milieu depuis longtemps. C'est un milieu qui évolue constamment en fait, et puis de façon très très rapide ces dernières années. Et justement, toi, pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller sur des distances ultra trail et pas sur des distances plus courtes, entre guillemets, parce que des trails de 40-50 km, ça reste quand même de belles distances pour la majorité des êtres humains. Et toi, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire de l'ultra? En fait, c'est comme ça qu'on me voit, en fait, un ultra trailer, peut-être parce que j'ai gagné l'UTMB, mais je pense que les ultras que j'ai fait, ils se comptent sur le doigt d'une main, donc je suis pas vraiment un spécialiste de la longue distance, en fait, hein.
Je fais quand même beaucoup plus de courses. Je ne sais pas si j'ai fait peut-être 1 ou 2 ans, j'ai dû faire 2 fois 100 km dans l'année, mais souvent c'est un ultra dans l'année, quoi. Donc je suis quand même plus sur des formats plus courts, quoi. Alors c'est sûr que là je me casse de plus en plus les dents sur les formats plus courts. Je me les casse aussi sur les longs, hein, je pense. Enfin on verra ça à l'UTMB. Mais là, ouais, j'ai participé l'année dernière au Golden Trail. Comment ça s'appelle, enfin bon, alors le nom qu'ils ont donné, quoi. C'était Championship, quoi. Bon, bref. Et donc c'était une course à étapes avec des étapes relativement courtes, hein, et donc voilà, c'était une fessée par jour. Donc Aux j'en ai fait Açores? aux Açores, voilà. Et puis voilà, je fais le Ventoux assez régulièrement, enfin des courses courtes, on va dire, 45 bornes ou 50 bornes, c'est pas forcément très court, hein, mais des courses courtes, j'en fais quand même. Et puis c'est quand même la majorité. Enfin, c'est tellement difficile quand même un ultra déjà de s'en remettre, de se motiver à en refaire un pour moi, parce que c'est quand même aller puiser assez profond en fait dans ses ressources. Donc le temps de se remotiver, en principe, j'en remets pas un mois après, quoi. Hmm. Donc les courses plus courtes, c'est quand même la majorité de mes courses, c'est 90% de mes courses, quoi. Donc C'est vrai que tu as cette image-là d'ultra trailer, vraiment, alors que bah euh, ouais, mais écoute, toi, parce que ce que j'ai fait, si j'ai fait 2 fois la CCC, une fois la TDS, 3 fois la BI, voilà. Mais sur un peu plus de 15 ans, c'est quand même pas la majorité de mes distances, quoi. hmm. Et alors, tu prends plus de plaisir sur les courtes ou sur les longues? De plaisir. C'est marrant, ça c'était une petite discussion qu'on avait avec Audrey pendant la course. C'est où est le plaisir? Le plaisir est surtout quand on a passé la ligne, souvent. Et Non, au disons que départ, à ouais, la- c'est des souffrances qui sont différentes. C'est quand même. Enfin, faut pas se cacher quand même quand on est là à la course. Il y a une partie de plaisir, mais une grande partie en fait quand même de douleur et de souffrance. Donc, savoir si on est masochiste pour courir, il y a un petit peu de ça, je pense quand même. Donc, mais aussi c'est parce qu'on aime ce défi et puis ouais, cette course, sentir quand même aussi la concurrence, c'est ça la course en fait, la pression de la course. Et, disons que sur les courses plus courtes, ça fait plus mal, mais ça dure moins longtemps, hein. C'est un petit peu, c'est un pléonasme, mais et puis ce qu'il y a, c'est que sur une course plus longue, comme un ultra, il peut y avoir plein de rebondissements, quoi. Il y a beaucoup moins de rebondissements sur une course courte. Disons que le droit à l'erreur, on l'a beaucoup moins. Hmm. Voilà, c'est pas parce qu'on perd une demi-heure à un moment sur un ultra que c'est foutu. Sur un 40 bornes, si tu as une petite défaillance de 5-10 minutes, bah ouais, c'est mort. Donc c'est des gestions différentes. Et disons que là, je pense quand même que maintenant ça devient compliqué pour moi d'être sur des courses plus courtes, quoi. Par rapport à Donc quoi? par rapport à ma performance, peut-être mon état de forme, et puis voilà, il y a quand même ouais, il y a quand même l'âge, hein, on va pas se le cacher, quoi. Donc qui joue un petit peu. Et ouais, je pense sur les formats 20-30 bornes, ça fait déjà quand même un petit moment que c'est mort. Sur 40, ça va devenir compliqué. Et puis voilà, et je dis pas que c'est plus facile sur l'ultra, quoi. Mais au final, ça va quand même moins vite, même si ça va de plus en plus vite. Et par contre, il faut durer plus longtemps, quoi. Il faut trouver sûrement plus de ressources mentales, quoi, sur les ultras, quoi. Hmm. Et alors justement, est-ce que tu as des techniques de préparation mentale ou est-ce que quand tu es dans le dur, bah, voilà, tu te dis juste ça va revenir? Enfin, est-ce que tu as des moyens que tu mets en place, que tu actives volontairement pour remonter la pente quand tu es au plus bas? Bon, la ligne d'arrivée déjà. Non, ouais, je pense qu'en fait, ces moyens, c'est surtout quand même sur les courses longues. Disons que j'en ai parlé avec un collègue de boulot qui est un petit peu, enfin, qui est aussi préparateur mental.
Et voilà, on discutait un petit peu de ce qu'on recherchait en fait sur les courses, et puis quelles techniques on pouvait mettre en place en fait pour essayer de s'en sortir mieux dans ces moments difficiles. Alors, j'ai pas retenu grand chose de. il va m'étrangler s'il entend ça. Mais bon, il y a une technique, disons, que j'ai retenue pour moi, c'est le saucissonnage, en fait, où je décompose vraiment la course. Et puis, on pense pas forcément, en fait, trop loin dans la course, en fait. On pense juste à la prochaine étape, prochain ravito, prochain sommet ou prochain. Voilà. Ce découpage en petites tranches et se fixer des objectifs dans la course, sans complètement oublier quand même la fin, parce qu'on peut pas se dire que l'arrivée est au sommet, parce que si on se grille complètement sur cette montée-là, ben après on va pas terminer la course. Donc ouais, c'est le découpage et se fixer des petits objectifs, que ce soit objectifs de temps, de place, peu importe en fait quel type d'objectif, mais ouais, essayer de découper un petit peu à plus court terme en fait la course, quoi. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appliqué sur mon dernier trail qui faisait 85 km, et il y avait beaucoup de longues portions toutes plates, et t'as fait quoi? T'as des fait moments Côte-Rail, où toi, ou quoi? non, mais tu sais, en Bretagne, on n'a pas de sommet, hein. Le plus haut sommet, c'est 330 km, donc 330 mètres, pardon. Enfin, et des bananes. Et forcément, bah, il y a des fois des longues portions un peu plates. Et là, j'ai fait la méthode Cyrano. Donc, tu sais, où tu te comptes, par exemple, 30 secondes où tu vas courir, 30 secondes tu vas marcher, et ainsi de suite. Et en fait, le fait de faire ça, de s'occuper comme ça, à compter dans sa tête, et à 30 secondes je marche, 30 secondes je cours, et ben en fait, ça faisait des tout petits objectifs de 30 secondes, et ça fait passer le moment de moins bien beaucoup plus de façon bien meilleure, je trouvais. Et toi, c'est quelque chose que tu as pratiqué aussi, cette technique-là? Alors non, pas. Enfin, sur le plat, j'essaie de garder la course, mais non, du 30-30, non, je le fais à l'entraînement, mais pas. Non, après, ça peut s'en rapprocher un petit peu, parce qu'il y a des fois, sur une montée, on se dit, ouais, je vais courir jusqu'à cet arbre ou jusqu'à C'est cette ça. pierre, donc voilà, on s'en rapproche un petit peu, quoi. Après, elles sont quand même assez rares, les courses où il y a des longues, enfin, ouais, des longues périodes de plat, quoi. Enfin, disons longues, c'est quand ça dure quand même plus de 4-5 km, quoi. Je sais pas ce que tu appelles long, en fait. Ah bah, alors, j'ai plus la moyenne en tête. Je crois que, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que les vainqueurs gagnent avec un allure de 4,55 au kill. Ouais, ouais, ça va Donc, vite, quand même. ça commence à envoyer un petit peu sur 85 km. Voilà. Ouais. Donc, potentiellement, tu peux courir tout du long, en fait, à un bon rythme. Donc, ouais, ça court un peu. Et alors, justement, toi qui as un profil de montagnard, comment est-ce que tu gérerais ce genre de course type ultramarin, donc Bretagne, ultra plat? Est-ce que ce serait un type de course sur lequel tu serais à l'aise? Non. Non, mais parce que, ouais, comme je le disais, moi j'aime bien alterner la marche et course, en fait. Et c'est vrai que quand il y a des portions qui sont trop plates ou même du faux plat de montant, c'est compliqué de se dire on va marcher. Enfin, on sait qu'on perd beaucoup de temps à ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'il y a des courses quand même où à un moment je me dis quand est-ce que ça va monter assez raide pour pouvoir marcher, quoi. Donc j'aime bien cette alternance en fait marche-course. Et c'est vrai que quand je cours trop longtemps d'affilée, ouais, je m'ennuie un petit peu au final, quoi. Alors je sais qu'il y a des coureurs, c'est l'inverse, c'est un échec quand ils doivent marcher, parce que pour eux c'est la course. Enfin, voilà, le trail ça reste de la course à pied. Et quand on marche, bah, voilà, on n'est plus dans la course à pied. Moi j'aime bien alterner. Et puis souvent, c'est même en début de course, j'alterne plus, alors que je pourrais encore courir. J'alterne dans les montées de la marche et de la course à pied. Voilà, même si j'aurais la possibilité de courir tout le long, quoi. Ok. Donc comment les gérer, c'est une bonne question, je sais pas.
Je sais pas. Il faut t'y inscrire, comme ça tu verras. Ouais, il faut m'y inscrire. Ouais. Bah, c'est pareil, maintenant que j'ai été sur la Western Tête en paisseur, je me dis un jour je peux peut-être la faire en coureur, mais c'est pareil, là il faudrait que j'arrive à courir assez longtemps, quoi. Et là, on parle de. Ouais. On parle de bien 16 heures et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marche à pied là-dedans. Bah, Audrey était bien préparée avec son beau défi de début d'année pour justement préparer ce Ouais. type de course. Ouais, mais j'ai pas envie de faire de 100 km sur route quand même pour préparer ça. Ça me motive pas spécialement. Après, c'est voilà, peut-être faut peut-être essayer pour savoir. Hein, mais C'est la mode de se faire complètement autre chose que son sport de base. On voit Kylian faire 24 heures autour d'une piste, Audrey qui fait 100 km sur piste, sur ouais, route. ouais, moi je vais plutôt faire les 24 heures de pétanque alors parce que je crois que Ouais. pire c'est les 24 heures sur piste là. Ça, Quel enfer! Ouais, non, là je suis pas prêt, c'est sûr. Alors, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure tu disais que émotionnellement, sur l'UTMB, tu avais vécu une belle expérience. Je pense que tu parlais de la TDS. Non, je parlais Et vraiment de l'UTMB. UTMB? Ok. Non, parce que j'avais lu quelque chose disant que tu avais vécu vraiment émotionnellement une très belle arrivée sur la TDS, si je me Oui, trompe pas. voilà. Bah, après la TDS, je l'ai pas gagné, donc j'ai fait troisième. Ouais, mais c'était une belle remontée. Voilà, mais c'était un petit peu improbable. C'est ça qui fait, ouais, que j'ai fait une fin de course qui a été assez dingue en fait, parce que de toute façon, je m'attendais pas à faire un podium. Je crois que au col du Tricot, je vais avoir plus de 20 minutes de retard en fait, et en bas aux Ouches, on m'annonce 30 secondes. Je dis, bah, ils ont dû se planter, c'est pas possible, parce que prendre 20 minutes dans une descente, bon, elle est longue, mais et voilà, donc c'est assez, ouais, c'est une fin de course qui était assez incroyable et j'ai pris pas mal de plaisir. Au contraire, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est difficile des fois de trouver du plaisir sur cette fin de course, à vraiment pousser puis à trouver des ressources en fait pour aller la chercher et puis pas la lâcher. Et au final, je dois terminer, je crois, avec 10 minutes ou un truc comme ça d'avance sur celui que j'ai doublé un peu après les Ouches. Donc, mais c'est d'avoir, ouais, sur cette fin de course, en fait, ce qui m'a vraiment étonné, c'est d'avoir, après aussi longtemps de course, en fait, d'avoir trouvé des ressources, en fait, pour courir. Alors, mon GPS, j'avais pas encore cette montre qui tient, la Coros qui tient longtemps. Ben, mon GPS, On a la même. ouais, on a la même, mais non. Du coup, il m'a laissé tomber, donc j'ai pas pu voir vraiment si au final j'étais rapide ou pas. Je pense plutôt que j'étais pas, mais j'avais l'impression d'aller vite. Mais ça, c'est plutôt. Mais c'est surtout en fait, voilà, les sensations en fait de vitesse entre guillemets sur cette fin de course, alors que avant ça, il y avait eu quand même pas mal de bosses, pas mal de dénivelés et pas mal d'heures de course à pied, quoi. Donc ouais, sur cette fin de TDS, c'était assez riche là-dessus en fait, et surtout une belle découverte en fait de pouvoir repousser ses limites et de pouvoir finir une course assez vite. En principe, je suis pas trop mal sur les fins de course, mais pour moi, ça reste mon meilleur finish. Ouais. Tu dirais que tu as vécu cet état de flow, un peu, comme on appelle ça à l'anglaise. C'est un état de bien-être où presque on est complètement en dehors de son corps et puis on a l'impression qu'on va pouvoir courir comme ça pendant des heures. Ouais. Bon, je savais qu'il me restait pas des heures parce que sinon, je pense que c'était un moyen de bien se griller, quoi. Mais oui, c'était un état où on n'a plus trop mal quelque part. Enfin, on oublie un petit peu tout ça. Les jambes, c'est plus les jambes qui nous font courir. C'est un état très spécial. Ouais. J'aimerais bien retrouver. Et je pense que c'est ce genre de sensation qu'au final, en fait, on trouve que dans les ultras, quoi. Donc, même si je suis pas un spécialiste, je pense qu'il y a certaines émotions, sensations, ressentis qu'on va retrouver que sur vraiment l'ultra endurance, quoi. Et puis en plus, cet état-là, il est vivable. On peut le vivre à tous les niveaux.
Et vraiment, pour l'avoir vécu, c'est juste un moment incroyable. Et à chaque fois que je reprends un départ, je me dis, j'espère que je vais revivre ça. Ouais, c'est ça, mais Euh, bon, c'est un petit moment et on sait qu'on aura beaucoup de. Pour ces quelques minutes ou dizaines de minutes, on sait qu'on va devoir bah voilà, passer d'autres qui seront moins marrantes. Après, il y a des périodes qui sont quand même agréables aussi, quand même, puisqu'on va croire que l'ultra, qu'un c'est qu'un calvaire tout le long. Bon, c'est pas le cas, en fait. On a quand même des bons moments et puis on parcourt quand même souvent des endroits qui sont assez magiques et voilà, on découvre des paysages qui sont différents à chaque fois. Donc, mais il y a quand même, à un moment donné, à moins que ce soit la course parfaite, que j'ai pas forcément encore trouvé, il y a quand même un moment donné où voilà, on va être dans le dur et c'est à ce moment-là qu'il faudra être le plus fort pour pouvoir continuer, quoi. hmm. Mais c'est vrai que c'est une de ces sensations-là sur cette fin de course que j'aimerais bien retrouver. Ouais. Et alors, du coup, tu nous disais que le moment émotionnellement le plus intense que tu as eu, c'est sur l'UTMB. Est-ce que c'est vraiment toute course confondue, ou c'était parce qu'on parlait de l'UTMB que tu as cité à ce moment-là, ou c'est vraiment ton moment émotionnellement qui t'a le plus marqué? Ouais, je pense quand même que c'était la plus grosse émotion. Disons que avant ça, c'était quand même l'arrivée à la Diag, parce que déjà c'est une course que j'aime bien. Mais là, l'UTMB avait un peu surpassé ça. Déjà, bah, parce que ça reste quand même l'UTMB, c'est une des courses que tout le monde rêve de gagner un jour. On va dire que moi, j'ai eu la chance d'y parvenir avec, voilà, avec peut-être pas une année où il y avait le meilleur niveau, mais voilà, C'est fait. c'est la course aussi hein, qui est comme ça. Et puis c'est surtout en fait cette émotion par rapport au scénario de course, quoi, avec comme je disais, en fait, un gros rebondissement, mais où là, moi, c'est pareil. Enfin, je pouvais pas y croire à ce moment-là, en fait, de pouvoir gagner quand j'étais vraiment au fond du trou et à me dire que je vais faire la course sur 2 jours, que je vais dormir à Courmayeur et puis au final gagner la course, quoi. Donc Hmm. ouais, c'est un petit peu tout ça en fait qui a fait qu'il y avait beaucoup d'émotions et puis aussi voilà l'émotion de l'assistance. Enfin, voilà, il y a ma femme qui m'a aussi motivé parce que c'était beaucoup d'échecs sur l'UTMB, donc qui m'a motivé au Chapieux pour me relancer aussi, pour continuer. Alors qu'elle ne devait pas venir d'ailleurs, ça on avait prévu à l'assistance qu'elle vienne pas au Chapieux, mais vu que ça se passait mal, elle a fait un peu plus de route pour venir. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait que c'était une grosse émotion sur la ligne et puis je pense que ça restera la plus grande. Et tu dirais qu'il y a un avant et un après? Euh, ouais, forcément, ça a quand même un petit peu changé, quoi. Bah, changer un petit peu de reconnaissance par rapport à la reconnaissance des personnes, mais ouais, après, est-ce qu'il y a un avant, après je sais pas, je vais demander à ma femme, est-ce qu'il y a un avant, après. Ouais, ça va pas changer vraiment. Non, mais ça va pas vraiment changé ma vie. Après, c'est vrai que c'est quand même, ouais, bah, enfin, c'est une course que je suis ravi d'avoir remportée et que voilà, ma femme elle a dit tu aurais dû rester sur une victoire parce que c'est sûr que cette année je gagnerai pas, mais ça me fait plaisir quand même de retourner et puis de voilà se mesurer un coup à ce Tour du Mont Blanc en espérant avoir les bonnes conditions climatiques. Maintenant, il y aura en tout cas les bonnes conditions de coureur et voilà, je pense pas que j'en verrai grand-chose. Maintenant, comme quand je suis parti en 2016, il y a des coureurs que je pensais jamais revoir et puis que assez rapidement, ben, voilà, c'est la course, hein, c'est un jour. Et j'ai revu des coureurs comme Alberto que je pensais pas revoir. On verra ce qui se passe après. On fera le mieux qu'on peut. Il faudra déjà arriver au bout et puis ça sera déjà pas mal. C'est toujours l'objectif qu'on cherche, hein, arriver au bout en bonne santé avant tout, hein. Souvent, c'est le premier objectif. Et Ouais, alors, est-ce qu'il y a, passer ces deux nuits à pas savoir comment mettre les jambes, pas pouvoir se tourner dans le lit, c'est ce qu'on recherche. et après trouver les mots pour expliquer à notre entourage de pourquoi on fait ça? C'est ça. Est-ce qu'il y a une course dans le monde
et qui te fait rêver et que tu n'as pas encore fait? Que j'ai pas encore fait, non. Je vais parler de la Diag, voilà, que j'aimais bien cette course déjà parce que c'est à moitié. Enfin, c'est quand même une partie des vacances. On y va aussi pour les vacances. Après, c'est une course qui est très dure. À chaque fois, j'y suis retourné et je dis mais pourquoi on y est là, quoi, parce que c'est vrai que les sentiers sont quand même pas si simples. Donc la diagonale, c'est une de. Mais bon, voilà, j'ai déjà fait 3, 4 fois. Donc j'avais envie d'aller faire la hard rock, mais j'ai jamais eu de chance au tirage au sort. Donc, mais là, pour avoir été un petit peu pendant la Western States proche du Yosemite, en fait, en ayant fait quelques randos à 3000, ça m'a déjà bien secoué. Voilà, on n'a pas trop l'habitude. Enfin, aller à 3000, j'y vais de temps en temps, mais c'est assez bref comme passage. Là, c'est quand on part à 3000 et qu'on va un petit peu plus haut. On voit que c'est quand même compliqué. Donc, je pense que c'est un petit peu spécial pour pouvoir l'aborder. À mon avis, il faut avoir quand même une préparation d'altitude un petit peu. Voilà, avoir une petite acclimatation. Mais voilà, l'hard rock, pour voir ce que c'était. Après, c'est vrai, comme je disais, que ça soit Western State ou l'hard rock, c'est des courses où il y a peu de coureurs. On ne retrouvera pas autant de monde que sur une Diag ou sur l'UTMB. Voilà, après, non, Et quand on s'appelle Ludovic Pommeret, on n'a pas de passe droit pour ce genre de course. 2 échecs sur le tirage au sort, donc non. C'est dingue quand même. Mais ouais, après, des fois, on gagne l'UTMB, on n'a même pas le droit d'aller faire la course. Ouais, mais voilà. Après, on se dit, est-ce que c'est vraiment le tirage au sort quand on voit qu'il y a des années, il y a tous les coureurs les beaux coureurs qui sortent ensemble. On se dit, c'est quand même bizarre, quoi, ce tirage au sort. Mais voilà, on va dire que c'est le tirage au sort. Hein. Ok. Ah, c'est les merveilles du hasard. Ouais, voilà. Alors, cette année, je serai sur la TDS, comme beaucoup d'autres coureurs. Est-ce que tu as un conseil pour nous qui allons galérer en milieu de peloton sur cette course? Un conseil, non, mais le TDS, ça passe bien. Ça va, c'est tranquille. T'as pas dit que c'est plus dur que l'UTMB. Ouais, alors moi, ce que je trouve difficile sur la TDS, c'est cette descente interminable, qui est pas tellement intéressante en fait. Voilà, parce que c'est une grande piste. Enfin voilà, il y a des grandes descentes en fait roulantes sur le début de course. Et après, comment ça s'appelle le col qui est très long après aussi. Il faut que je fasse appel à Nico pour qu'il me sorte tout le parcours, mais. La Bible. Ouais. Non, mais voilà, moi, j'ai sûrement été un petit peu trop vite en fait dans la descente après que j'ai oublié aussi le nom en fait, mais voilà, enfin tu verras bien le col que c'est. C'est un joli col qui est au lever du jour en fait, où tu zigzags et puis après derrière ce col, tu as une descente de 7-8 km sur une piste en fait qui est pas très intéressante où là faut pas trop se griller je pense. Et là, je pense que la fois où j'ai abandonné et la fois où j'ai fait 3, je pense que je suis allé trop vite sur ces portions-là. Et c'est vrai qu'après, c'est un petit peu difficile, quoi. Et même la descente après sur Bourg, c'est pas les plus belles descentes. Après, on est sur des parties un petit peu plus sauvages, que je préfère aussi, quoi. Donc le début de course, c'est pas ce qui m'enchante. Après, par contre, c'est beau. Il y a des cols qui sont un petit peu durs, hein, je ne vais pas te le cacher. Je pense que tu as été repéré quand même. Et voilà, après, le final, col du Tricot, voilà, c'est un grand moment et puis une bonne descente. Et puis après, voilà, ça déroule. Tant soit peu, ça déroule jusqu'à l'arrivée. Mais c'est vrai que cette partie, alors moi, comme je t'ai expliqué, j'ai fait un peu dans des conditions spéciales, mais ça peut être une partie qui est assez longue, quoi, assez éprouvante de faire cette partie relativement plate jusqu'à Cham, quoi. Ok. Bon, ça marche en gros, si je résume, ne pas partir trop vite avec ces longues descentes de pistes interminables. Voilà, ouais, mais c'est ça, on se dit, quoi, ouais, parce que voilà, on court 3,30, 3,45 sur ces descentes, et c'est vrai que c'est pas technique, c'est une piste 4x4, on peut laisser aller, mais après, ça laisse quand même un peu de traces quand même, dans les cuisses. Okay.
Non, et puis ouais, après, l'avantage quand on va plus vite sur ce genre de portion que j'aime pas trop, bah, c'est qu'on y passe moins de temps. Donc, Et on use moins les ressources mentales, du coup. ouais. Ludovic, est-ce que tu utilises un autre moyen que la course à pied pour t'entraîner en trail? Ouais, l'hiver, en fait, le ski de rando principalement. Donc, je fais aussi une saison un petit peu de course en ski de rando. Donc, c'est principalement ça. Et puis, c'est ma principale activité, en fait, l'hiver. J'essaie de garder un petit peu de course à pied, mais ça reste assez, ouais, assez limité. Donc, c'est vraiment ça l'alternative. Et l'été, un petit peu de vélo, mais j'ai peu de temps pour en faire. Et c'est vrai que c'est assez chronophage. Donc, du vélo quand j'ai le temps, ouais. Ok, ça marche. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est un point commun que j'ai décelé sur tous les athlètes élites. Il y a toujours un autre sport que la course à pied. Ouais. Donc, faut vraiment faire ça pour performer, j'ai l'impression. Et même Bah, pour s'entraîner au quotidien, en fait, pour tout le monde. ouais, je pense que d'avoir toute l'année en fait un entraînement basé sur la course à pied, c'est peut-être un peu ce qui porte préjudice aussi aux Réunionnais parce qu'ils veulent toujours en fait gagner sur leur course et c'est vrai qu'ils s'entraînent toute l'année. Enfin, toute l'année c'est de la course à pied et il n'y a pas beaucoup en fait qui alternent les sports. Bon, ils ne font pas de ski, ça c'est sûr, mais non Mm. plus du vélo et c'est pas trop non plus leur truc. Donc d'avoir ça en fait sur toute l'année, ouais, il y a peut-être un petit peu de monotonie, peut-être plus de blessures aussi en fait à garder toujours le même sport, quoi. Mm. Et donc, finalement, en faisant ça, tu fais pas de coupure franche dans ta saison? J'en faisais un petit peu avant sur l'automne. Maintenant j'en fais un petit peu moins. Euh, ouais, Bah, sur c'est, l'automne, en plus, c'est la période diagonale. ouais, non, mais je parlais après plutôt. En novembre, c'est souvent un petit peu D'accord. plus, c'est souvent un peu plus calme. Là maintenant, j'essaie de limiter un petit peu parce que c'est de plus en plus dur à revenir après une grosse coupure. Donc voilà, on garde on essaye de garder un petit entraînement, quoi. Après, ça dépend aussi des autres occupations parce qu'il y a pas que le trail, le boulot, il y a d'autres choses aussi. Ouais, tous les projets, vie perso, vie pro, vie sportive, c'est pas Voilà. toujours simple à conjuguer tout ça. Bah non, ouais, c'est comme tout le monde. Enfin, je pense que Exactement. voilà, c'est quand on n'est pas professionnel dans le sport, il y a d'autres choses. Pas professionnel et célibataire, parce que il y a plusieurs choses. Donc il y a plusieurs, ouais, il y a plusieurs aspects à gérer en fait, plusieurs compromis à trouver entre la saison sportive, le travail et puis la famille, quoi. Hmm. Super. Bah, écoute, merci Ludovic d'avoir partagé tous ces conseils pendant cette petite heure qui est passée très vite. Pas Euh, conseil, j'ai pas donné beaucoup de conseils. Voilà, c'est plus les expériences, et c'est voilà c'est déjà très l'expérience. riche hein, de partager. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ce live de chaque mercredi, c'est que bah, chaque mercredi, on a des expériences différentes et on peut s'inspirer. Alors, c'est sûr que certains m'envoient des messages en privé en me disant ouais, mais c'est des élites, on s'identifie pas, etc. Mais en fait, on peut s'inspirer quand même de ton parcours pour se tirer à soi sa propre expérience et adapter après parce que forcément, tu vois, je te demande un conseil sur la TDS, mais je sais très bien que je la ferai pas au même niveau que toi. Mais par contre, je sais que maintenant, il y a cette portion qui est longue, plate, voilà. Donc, c'est toujours intéressant de partager son expérience. Ouais, ce que tu peux retenir, c'est qu'une course n'est jamais perdue ou jamais finie avant d'avoir franchi la ligne, hein. Donc ça, c'est Et ça, c'est vrai, quel que soit le niveau. ça, c'est vrai, quel que soit le niveau. Et puis c'est pareil, hein, des fois, enfin, juste pour finir là-dessus, sur la CCC en 2009, je crois, je suis tombé dans la dernière descente de la CCC, quoi. Et j'osais plus bouger parce que je savais pas si je m'étais blessé, quoi. Et voilà, faut vraiment rester vigilant jusqu'à la fin. Mais ça marche dans les deux sens aussi, hein. C'est pas parce qu'on a un coup de moins bien, tant qu'on n'a pas terminé la course, tout peut se passer. Et puis voilà. Après, à n'importe quel niveau, on se fixe, quel que soit le niveau, tu te fixes un objectif. Donc ton objectif n'est pas perdu tant que
t'es pas sur la ligne. Ou pas Exactement. Alors Ludovic, j'ai l'habitude de terminer les échanges avec ce que j'appelle c'est ton moment. Tu peux clôturer un petit peu comme tu veux et souvent j'amène ça avec une question qui est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? Alors au début d'année, elle avait beaucoup de sens cette question. Maintenant, on est déjà à la moitié, donc il te reste 6 mois. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien qu'il se passe durant ces 6 mois pour voilà, où tu te dis, bah, si ça s'est passé, j'aurais passé une bonne année. Et puis voilà, donc tu peux parler de ce que tu veux, c'est ton moment. Non, bah, j'aimerais bien revivre en fait une qualification en équipe de France. Je sais que ce sera très compliqué. Maintenant, ça se joue ce week-end, donc on verra ça. Et puis après, c'est passer un bon UTMB. Alors, je souhaite pas une victoire, mais voilà, passer un bon UTMB, puis essayer de faire le mieux qu'on peut et arriver au bout déjà, parce que avant la victoire, j'ai eu pas mal d'échecs, donc voir si on arrive à en terminer de suite, ça serait pas mal aussi. Et Bon. après ça, on verra, c'est encore loin. Il y a peut-être diagonale ou pas, on verra ça plus tard. On va essayer de voir déjà un peu plus court terme. Voilà. Voir trop loin. Bon, et ben merci beaucoup Ludovic d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis bah, très très bonne course ce week-end pour les sélections équipe de France, en espérant que ça soit positif pour toi et puis surtout très bonne UTMB et très bon tout, voilà. Merci, bah toi aussi, alors bonne TDS, puis on se croisera peut-être là-bas alors. Eh ben avec grand plaisir. Merci à tous et bonne soirée. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur Ludovic et sur son parcours, sur son avis. J'espère que les conseils qu'il vous a donnés pourront aussi vous être utiles personnellement pour vos prochains trails ou qu'ils vous réussiront à vous motiver pour vous dépasser même dans les moments où c'est un petit peu compliqué d'avancer. Et du coup, moi, je vous souhaite à tous une très très bonne écoute d'un prochain épisode de Café Trailer. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et aussi pour soutenir le podcast, à rejoindre le Patreon. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de contenu que ce que je propose uniquement sur cette version gratuite du podcast Café Trailer. Et puis, si, écoutez, moi, il vous a plu, n'hésitez pas à partager tout ça. Voilà, tout simplement, faites découvrir le podcast. C'est grâce à vous que le podcast est connu. Et puis, en fait, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Partagez. À bientôt. On se retrouve dans un prochain épisode de Café Trailer. C'était François et Ludovic. Bye bye.